Bonjour, bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous. Je salue aussi le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard. Merci d'être avec nous, M. Girard. Merci d'avoir accepté notre invitation. On s'est parlé quelques fois cette année. C'est toujours un plaisir, mais on va se le dire, c'est vraiment à cause de la pandémie. On se le rappelle, vous étiez venu au lendemain de votre budget, qui était quelques jours avant le grand confinement. Vous êtes venu fin mai, 29 mai, faire une première mise à jour. C'était important à ce moment-là, je pense, d'avoir une lecture de nos capacités de répondre dans l'urgence. On était à ce moment-là dans le choc initial. Et là, vous avez dévoilé hier votre énoncé budgétaire, votre mise à jour, qui, pour certains, est un mini-budget, puis on y reviendra. D'abord, on va se le dire, vous étiez dans une dynamique pré-pandémie où, pour un ministre des Finances, c'était les terres verdoyantes, une économie qui avait un très fort momentum, des rentrées d'argent assez importantes au niveau de l'État, des finances publiques en plein contrôle, une trajectoire vers une baisse à la fois de la dette et de la dette en pourcentage du PIB par définition, évidemment. Donc, vous étiez dans cet univers, arrive cette pandémie. On a tous vu, et vous en avez parlé longuement, nos finances publiques étaient saines, ça nous a aidé à absorber le choc. Vous êtes arrivé maintenant à une étape qui est, je pense, qui peut être excitante pour un ministre des Finances, mais qui est quand même difficile. Des gens me disaient, comment on fait pour faire des prévisions? Je disais, ben ça s'appelle peut-être des prédictions dans ce temps-là. C'est clair que, est-ce qu'il y a une deuxième vague qui se prolonge et qui dérape? Est-ce qu'il y a un vaccin qui vient tout changer dans quelques mois? Certains parlent même en semaines, mais en tout cas dans quelques mois. Ou bien est-ce que les vaccins finalement sont décevants puis on tomberait dans une énième vague éventuellement? Vous êtes le ministre des Finances, vous devez regarder vers l'avenir, vous devez regarder nos capacités actuelles, vous devez prendre des décisions. Vous en avez pris. Je vais vous laisser nous les présenter. Je vous remercie d'avance d'avoir accepté de répondre à quelques questions par la suite. Donc, je vous cède la parole. Encore une fois, merci beaucoup, M. Girard, d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci beaucoup. Je dois dire qu'au niveau des prédictions, le ministère des Finances s'est aventuré au mois de juin à prédire une croissance économique en 2020 au Québec de moins 6,5 % et un déficit de 15 milliards de dollars. Et à ce moment-là, ni la Banque du Canada, ni le ministère des Finances d'Ottawa ne donnaient de prédictions économiques et surtout pas des prédictions budgétaires. Et je suis très heureux de dire que les économistes du ministère des Finances ont fait un très bon travail d'analyser ce qui s'est passé. Nous avons fermé 40 % de l'économie québécoise pendant 8 à 10 semaines. Et l'impact de cela, nous l'estimions à moins 6,5 % pour le PIB en 2020. Mais le rebond a été un peu plus fort que prévu, ce qui fait que nous révisons maintenant à moins 6 % pour l'année en cours. Et le déficit est toujours à 15 milliards, mais nous conservons une provision de 4 milliards et je vais y venir. On baisse un peu la prédiction à 5 % pour 2021 parce que la deuxième vague est plus prononcée que prévu. Et donc, puisqu'on anticipe 6 mois difficiles, le début de l'année 2021 va être un peu près. Le cadre financier, juste rapidement, et puis je vais essayer de faire une présentation assez rapide, courte, pour prendre vos questions. Je pense que les chiffres ont bien été rapportés. Un déficit de 15 milliards cette année. Il faut bien le dire, il faut être précis en termes comptables. Le déficit au sens des comptes publics, c'est 8 milliards. S'ajoute une provision pour éventualité de 4 milliards et 3 milliards de contributions au Fonds de génération pour un total de 15 milliards de déficit après contribution au Fonds de génération. Puisqu'il y a beaucoup de dépenses qui sont ponctuelles pour lutter contre la pandémie, et c'est important de le faire, le déficit chute à 8 milliards en 2021-2022 et à 7 milliards en 2022-2023. Et nous estimons
que le déficit structurel est de l'ordre de 5,5 à 7 milliards de dollars. Ça veut dire, ça, c'est le déficit qui va rester après la récession, parce qu'à partir de 2022-2023, on devrait être dans un environnement avec une certaine normalité. Bon, quels sont les gestes que nous avons faits depuis le mois de mars? Alors, il y avait eu un budget et contrairement à ce que certains ont voulu prétendre, le dépôt d'un budget a aidé. Ça a permis de soutenir avec les crédits budgétaires toutes sortes d'interventions qui avaient été prévues. Les crédits d'impôt pour l'investissement sont en place. Les mesures en santé, en éducation, le réinvestissement pour les universités que nous avions prévues est toujours utile, pertinent. La semaine dernière, le ministre de la Famille a annoncé des investissements pour les organismes communautaires, familles. C'était de l'argent qui était dans le budget. Mais depuis le budget, 13 milliards de dollars, dont 5 milliards en santé, parce que la priorité, c'est la santé. Il n'y aura pas de reprise économique s'il n'y a pas de sécurité sanitaire. Donc, 5 milliards ajoutés au budget de la santé, qui est déjà le poste budgétaire le plus important du Québec, à 40 % de notre budget. 2 milliards pour des primes, des compensations pour les travailleurs qui font un travail remarquable dans des conditions extrêmement difficiles. 2,2 milliards pour les équipements de protection, la sécurité du personnel. 1 milliard pour la capacité de dépistage, les tests eux-mêmes et le suivi. Donc, 5 milliards pour la santé. 6 milliards pour soutenir les Québécois, les entreprises, les municipalités, les sociétés de transport en commun dans des conditions extrêmement difficiles. 1,9 milliard pour les Québécois, 2,3 milliards pour les municipalités et les sociétés de transport en commun, 1,6 milliard pour les entreprises, donc 6 milliards de soutien. Et la mise à jour économique, on appelle ça le point sur la situation économique et financière. Et on n'a pas attendu la mise à jour pour faire des mesures. Depuis le portrait en juin, il y a eu 4 milliards de mesures entre juin et novembre. Et là, on ajoute 1,8 milliard de dépenses supplémentaires. Et il y a une autre 300 millions de soutien. La santé mentale, qui est une des vulnérabilités qu'on a identifiées avec la crise. On ajoute 100 millions pour la santé mentale, 50 millions pour les services de garde, 57 millions pour favoriser l'enseignement à distance et 60 millions pour supporter le secteur touristique, notamment l'hébergement. Mais après la lutte à la crise sanitaire, ou en fait en même temps, mais une autre étape après la crise sanitaire, après les mesures de soutien, c'est la relance. On veut préparer l'économie pour le rebond, pour aider à ce que l'économie sorte le plus fort possible dans l'après-pandémie. Alors, on octroie les crédits immédiatement, on sait ce qu'on veut faire, mais cet argent-là va être déployé sur 10 mois. 459 millions pour favoriser la réintégration des Québécois sur le marché du travail. Ça, vous demandez peut-être qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire acheter des places en formation puis payer les gens pour suivre les formations. Alors, aider la requalification, la diplomation de la main-d'œuvre. 777 millions pour stimuler la croissance économique. Ça, c'est investir en recherche, en innovation, en numérisation. Encore une fois, la pandémie a révélé des vulnérabilités. Les entreprises n'ont pas suffisamment accéléré certaines entreprises de la numérisation. Des efforts en numérisation, recherche, infrastructure de recherche, secteur stratégique, aéronautique, aluminium, sciences de la vie et 247 millions pour encourager la fabrication et la production locale, notamment la production agricole. Il y a aussi 300 millions pour la relance verte. Mon collègue, le ministre de l'Environnement, va présenter son plan de relance verte ou son plan verte la semaine prochaine. Alors, dans le volet relance, 1,5 milliard additionnel, et ça s'ajoute à l'aspect infrastructure, nous avions annoncé un devancement de 3 milliards en infrastructure. Donc, on peut dire que la relance a 3 piliers: infrastructure, réintégration des Québécois sur le marché du travail, stimuler nos entreprises, les rendre plus productives, plus compétitives.
Bon, l'équilibre budgétaire. Alors, je l'ai mentionné, un déficit structurel de l'ordre de 5,5 à 7 milliards de dollars. Nous visons un retour à l'équilibre budgétaire sur 5 ans, mais c'est vraiment 6 ans. Je vais vous dire la technicalité, c'est que l'an 1, c'est l'an prochain. Alors, d'une part, la façon performante de retourner à l'équilibre budgétaire, c'est d'augmenter le potentiel économique du Québec parce que ça travaille au niveau de deux leviers. Lorsqu'on augmente la force de l'économie, ça augmente nos revenus du gouvernement. Et puisque tout le monde compare la dette par rapport au PIB, mais ça fait augmenter le dénominateur, le PIB, la taille de l'économie, baisser le ratio dette-PIB. Donc, la première chose à faire, c'est de s'assurer que l'économie va être. La deuxième chose, c'est de faire ce que toutes les entreprises, toutes les familles font. C'est d'avoir une croissance de dépenses qui va respecter la capacité de payer les contribuables. Si nos revenus augmentent à long terme de 4 on va vouloir avoir une croissance des dépenses de l'ordre de 3 à 3,5 On va vouloir poursuivre les efforts de réduction de la dette, mais bien sûr, on est conscient qu'il faut maintenir les services. Et une autre vulnérabilité qu'a montré la crise, c'est-à-dire le vieillissement de la population, le fait que la santé, c'est le service, le poste budgétaire le plus important des provinces, mais que les coûts augmentent extrêmement rapidement en raison du vieillissement de la population, les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies. On a besoin de personnel. Le fédéral contribue 22% du financement total de la santé et donc on lui demande de revenir à une contribution plus élevée en accord avec ce qu'il a fait historiquement, mais aussi, surtout, c'est pas juste une question budgétaire, c'est en accord avec les besoins des citoyens. En conclusion, alors, il n'y a pas de relance économique, de rebond économique si nous n'avons pas la sécurité sanitaire. C'est pour ça que la priorité, c'est la sécurité sanitaire. On a ajouté 5 milliards de dollars pour aider à lutter contre la pandémie. On a fait des gestes courageux le 1er octobre. Nous avons fermé les gyms, les restaurants, les bars et on a demandé aux gens de ne pas se visiter. Et ça, ce sont des gestes courageux, mais je veux vous expliquer pourquoi on a fait ça. Pour réduire les contacts. Entre le 25 août et le 1er octobre, le nombre de cas doublait à tous les 2 semaines. Ça veut dire que le taux de transmission avoisinait 1,4. Et c'est les mesures que nous avons mis en place le 1er octobre qui ont permis de ramener le taux de transmission autour de 1 et stabiliser les cas. Là, on voit que les cas ont légèrement commencé à monter. Ça veut dire que le taux de transmission est en haut de 1. Et donc, on surveille la situation de près, mais je tiens à dire que ce qu'on a fait, c'était pour assurer la sécurité sanitaire. On veut continuer à aider les Québécois. On est là, soutenir les entreprises. Il reste une provision de 4 milliards de dollars. S'il faut en faire plus en santé, s'il faut en faire plus pour les Québécois, les entreprises, on sera là. Mettre en place les conditions gagnantes. Il faut voir les gestes que nous réalisons à court terme doivent être cohérents avec ce qu'on veut faire à long terme. À long terme, on veut être 23% de la population du Canada, mais aussi 23-25% de son économie et non pas 20% comme aujourd'hui. On a besoin de travailleurs qui sont plus qualifiés, on a besoin d'entreprises qui sont plus compétitives, plus productives. Et ensuite, après la relance, viendra le moment pour le retour à l'équilibre budgétaire. Et ça, c'est pour l'équité intergénérationnelle, c'est pour lutter contre les changements climatiques, c'est pour assurer des services à long terme, c'est pour éventuellement réduire le fardeau fiscal. Alors, c'est nécessaire de garder un œil sur l'équilibre budgétaire, même si, présentement, dans le cœur de la tempête de la deuxième vague, c'est difficile de parler de ça. Alors, je vous remercie. Je suis prêt à prendre vos questions. Merci, Monsieur le ministre. Je vais vous poser des questions, mais j'ai bien découvert votre style depuis que vous êtes ministre des Finances. Je me suis souvent pris comme réponse « Mon collègue va annoncer ça dans quelques jours ». Donc, je vais vous poser des questions en lien avec vous, ministre des Finances, et à l'occasion, si vous voulez, vous me servirez votre réponse favorite que vos collègues vont préciser. Première question, puis là, je m'adresse à vous, ministre des Finances, mais grand observateur de notre économie, évidemment. Le rebond à l'été a été assez vigoureux. On l'a dit, on a récupéré des emplois, les entreprises manufacturières ont reparti la roue à plein régime.
Et il faut se le dire, les consommateurs ont été au rendez-vous. Là. Probablement que la prestation canadienne d'urgence a contribué à ce que les gens aient l'impression qu'il y avait de l'argent. Ma question, c'est, vous, êtes-vous confiant, êtes-vous toujours aussi confiant que l'année prochaine, à un moment donné, notre économie va repartir avec la même robustesse? Elle n'a pas cessé, là, mais on a quand même un reconfinement partiel, on a quand même une dynamique qui fait en sorte qu'on a l'impression que tout n'est pas à plein régime. Comment vous qualifieriez votre niveau de confiance sur notre performance économique l'année prochaine? Bon, d'abord, je vais commenter sur le premier point, là, les rôles et responsabilités. Je crois beaucoup que nous sommes une équipe et chacun a ses responsabilités. Et c'est pas utile que le ministre des Finances se prenne pour le ministre du Tourisme. Et on a une bonne équipe. M. Fitzgibbon est excellent pour aider les entreprises, comprendre la microstructure des entreprises qu'elles doivent faire. Moi, je suis dans le cadre financier, les politiques économiques, puis on travaille ensemble. On a récupéré 97% du niveau d'emploi de février, mais seulement 95% des heures. Alors, oui, on a bien récupéré. On a confiance que le rebond de 2021 va être solide en construction parce que en 2020, nous aurons fonctionné seulement 10 mois parce qu'on a été complètement fermé pendant 2 mois, tandis qu'en 2021, on devrait avoir 12 mois de production. Le confinement que nous avons présentement correspond à 5% de l'économie, tandis qu'en mars et avril, nous avions fermé 40% de l'économie. Bien que ce soit extrêmement difficile pour les propriétaires de gyms, de bars, de restaurants présentement, il reste que les secteurs qui sont fermés ne représentent que 5% de l'économie. Très bien. Revenons sur le geste que vous avez posé hier là, et dont on parle aujourd'hui. Des gens m'ont dit, est-ce que c'est l'amorce de l'annonce des sommes qui vont être disponibles pour la relance, puis il y a un budget en février-mars prochain qui va arriver avec les gros coups de canon, ou est-ce que c'est essentiellement ce que vous annoncez maintenant qui va être l'enveloppe disponible pour la relance? Autrement dit, est-ce que vous en avez dans votre poche arrière? Vous avez parlé d'un 4 milliards que vous avez toujours de disponible pour la relance. La question, c'est est-ce que c'est maintenant qu'on doit regarder les sommes qui sont annoncées en se disant c'est avec ça qu'on va travailler, ou s'il y aura une deuxième vague d'annonces, pour reprendre un terme à la mode, en mars-avril prochain? La réponse, c'est un peu des deux, parce que beaucoup de l'argent qui est annoncé hier est pour les 18 prochains mois. Et on sait que les 6 prochains mois, la pandémie va être très présente. Alors, beaucoup des efforts, puis requalifier la main-d'œuvre, aider les entreprises à se numériser, innover, investir en recherche, ça ne se fait pas en 6 mois. Alors, voyez les annonces d'hier comme se déployant sur un horizon 18 mois. Et oui, il y aura un budget en mars, en avril, et ce sera possible d'ajouter des sommes supplémentaires puisque nous avons aussi une provision de 3 milliards de dollars l'an prochain. D'accord. Une partie de cette relance, là, puis on se le dit, va dépendre de la réaction des entreprises. Les entreprises, dans certains cas, ont reporté des projets d'investissement, protégeant leur liquidité. Dans d'autres cas, carrément, se posent vraiment des questions sur l'avenir de leur modèle d'affaires. D'abord, avez-vous l'impression qu'en 2021, l'investissement privé va être au rendez-vous? Puis la sous-question, c'est, pensez-vous qu'il y a des incitatifs fiscaux additionnels qui pourraient être mis en place pour s'assurer que l'investissement privé est au rendez-vous? Excellente question, là, vraiment. D'abord, on vient de réviser les comptes publics pour 2019 et l'investissement privé, contrairement à ce qu'on prévoyait pour l'année, l'investissement privé a été au rendez-vous en 2019. Ça veut dire que les mesures que nous avons mises en place, notamment l'amortissement accéléré, bonifié, c'est-à-dire qui réduit le taux effectif d'imposition au Québec pour les nouveaux investissements plus que dans les autres provinces, ont porté leurs fruits en 2019. Ce qui est passé inaperçu au budget en raison de la pandémie, une réforme du crédit d'impôt à l'investissement avec le C3I et une déduction pour l'innovation et la commercialisation pour les sociétés innovantes. Alors, il y a 2 gestes fiscaux qui étaient dans le dernier budget qui vont aider à supporter la
la commercialisation, les nouvelles innovations, les investissements et l'amortissement accéléré que nous avons introduit 6 semaines après avoir été élu fait son œuvre. Alors, je suis très positif pour l'investissement des entreprises, mais je comprends que lorsqu'il y a un haut degré d'incertitude, les entreprises se mettent sur pause, prennent le temps d'évaluer la situation. C'est pour ça que le gouvernement a un rôle et accélère ses infrastructures. Nous savons que nous devons prendre la place de l'investissement privé durant cette période de flottement. Je vous entends, puis on arrive exactement là où je voulais qu'on soit, c'est-à-dire, on le sait, le PIB, ça dépend d'abord du consommateur. Est-ce que le consommateur dépense? Ensuite, ça dépend des entreprises. Est-ce qu'elles investissent? Vous l'avez dit, en période de crise, souvent, l'investissement s'écrase un peu. Donc, arrive le fameux G de la formule, les dépenses gouvernementales. Des économistes vont souvent dire que les dépenses gouvernementales arrivent en retard sur le cycle. Que le ministre des Finances, dans sa bonne lecture de la situation, dit « on va augmenter les budgets ». Et là, ensuite, la machine gouvernementale arrive. Et là, il y a du décalage. Et finalement, les économistes vont souvent noter que quand la dépense publique est arrivée, on était déjà sorti de la crise, que finalement, ça arrive avec retard. Aviez-vous confiance que cette fois-ci, la volonté est telle que ça va se décaisser, ça va s'investir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? D'abord, pour la relance, là. Ce qu'on annonce, requalification de main-d'œuvre et l'aide au secteur stratégique, le fait qu'on annonce beaucoup d'argent pour 21-22 maintenant va nous permettre de s'assurer que le ministre du Travail et le ministre de l'Économie déploient ce capital-là à temps. Alors oui, pour le 1,5 milliard de relance annoncé hier, je suis confiant. Pour ce qui est de l'accélération des infrastructures, l'effet est marginal. C'est sûr que cette année, l'introduction des mesures sanitaires, le fait que nous étions fermés pendant 2 mois, va avoir un impact à la baisse sur la productivité dans les chantiers de construction. Mais en faisant un effort d'en ajouter, d'accélérer les infrastructures, on va à la marge minimiser cet impact. Et vous avez raison, on a beau dire qu'on veut accélérer les infrastructures présentement, il reste que tout le monde doit s'ajuster aux mesures sanitaires sur les chantiers. Monsieur le ministre, je vais vous rendre hommage et je l'ai fait il y a quelques jours seulement à la ministre Freeland. Je vous avais sollicité et je l'ai sollicité pour qu'il y ait une entente fédérale provinciale sur le logement. Et on se l'était dit, à travers le Canada, il y en avait, le Québec était la seule province qui n'en avait pas. Vous m'aviez paru sceptique. Je vous jure, la ministre Freeland avait l'air aussi sceptique quand je lui en parlais. Et puis finalement, vous vous êtes entendu. Donc, je dis bravo aux 2 groupes politiques, 2 paliers de gouvernement. Belle entente. Maintenant, c'est des sommes importantes. La mairesse de Montréal, qui piaffe d'impatience, dit, nous, à Montréal, on a beaucoup de terrains, de possibilités, de projets qui pourraient être prêts à démarrer, le fameux shovel ready. Je vous pose une question bien précise. Cet argent-là du fédéral, est-ce qu'on peut le voir se déployer rapidement? Comment vous voyez ça procéder maintenant qu'il y a cette entente? C'est un excellent point parce que vous savez, les politiciens, on est bons pour faire des annonces. Et puis, en plus, je vous dirais qu'on a tendance à sommer des annonces sur 5 ans pour faire des plus gros chiffres. Alors, l'annonce sur le logement, c'est sur plusieurs années, là, cette entente-là. En fait, je pense qu'il reste 8 ans à l'annonce. Alors, les montants vont être déployés sur 8 ans. C'est important de comprendre ça. Pour le logement social, avec ce que le gouvernement du Québec avait déjà annoncé dans les 18 derniers mois, plus l'entente, il y en a pour 4 milliards de dollars dans les 8 prochaines années. Mais là, il faut livrer. Là, c'est plus une question de relations fédérales provinciales. Ce n'est plus une question est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on a les moyens. L'entente est là, l'argent est là, il faut livrer. Et là, la ministre de l'Habitation, la mairesse de Montréal, les acteurs du logement social, c'est le temps de se mettre en action. Bon, alors on sait où est la responsabilité de bouger. Revenons sur notre fameuse formule, là. Ce qui fait de la croissance économique, on l'a dit, ça prend des consommateurs qui sont au rendez-vous, ça prend le secteur privé qui investit. On a parlé des investissements et dépenses gouvernementales. On va parler des fameuses exportations. Parce qu'à un moment donné, dans nos
dans nos économies là, qui sont très ouvertes vers l'international, une partie de notre richesse, de notre croissance va venir de nos exportations. Or, ce qu'on sait, nous, on travaille avec les entreprises, c'est que nos entreprises qui exportent roulent sur des contrats, des ententes pré-pandémie dans bien des cas. Donc, il y a du renouvellement d'ententes qui se font, de contrats qui se font. Mais il y a une inquiétude, c'est qu'on ne voyage pas, on ne rencontre pas beaucoup nos clients. Il y a partout dans le monde, incluant au Québec, des fois des mouvements d'achats locaux. Et en même temps, nous, on est une société qui dépend de cet accès au marché étranger. C'est pas pour rien qu'on supporte les ententes de libre-échange. Comment vous voyez, d'un point de vue macro, les efforts qu'on devra faire pour continuer de performer sur les marchés à l'exportation? D'abord, moi, je suis diplômé à l'Université McGill en 1989 là, et diplômé en économie. Il n'y a pas plus pro-libre-échange que moi dans ce gouvernement-là. Écoutez, on est 8,5 millions d'habitants. On a accès à un marché de 500 millions de personnes en Amérique du Nord. Alors, le Québec est un des gagnants de la libéralisation des échanges. Le Québec a toujours été pour le libre-échange historiquement, que ce soit Robert Bourassa, Bernard Landry, Lucien Bouchard et notre gouvernement, le premier ministre Legault, nous sommes pour les échanges commerciaux. Et donc, comment je vois ça? Je vois ça comme primordial, essentiel, extrêmement important. Et il y avait de l'argent dans le 1,5 milliard pour la relance pour aider nos entreprises exportatrices. Il faut continuer. Ça ne changera pas. Le Québec ne peut pas être autosuffisant. On serait perdant de se concentrer uniquement sur notre marché de 8,5 millions. Et d'ailleurs, le Canada est un marché de 40 millions d'habitants. Il y a tout l'aspect du commerce interprovincial, mais le Québec est gagnant lorsque le Québec est une économie ouverte et c'est pour ça que ça va continuer. Monsieur le ministre, toujours dans notre logique de ce qui stimule l'économie, en général, il y a un frein à cette fameuse équation de création de richesse et ça s'appelle les impôts. Évidemment, l'État a un rôle à jouer, il dépense, il investit, il soutient tous les services publics, mais le dollar qui est enlevé de la poche du citoyen, c'est un dollar de consommation qui lui est enlevé ou des fois un dollar d'épargne qui servira de l'investissement ou, dans certains cas, du point de vue des entreprises, évidemment, c'est une ponction qui réduit leur capacité d'investir. Vous avez dit, on a un déficit structurel, notre objectif n'est pas d'augmenter le fardeau fiscal éventuellement pour rétablir l'équilibre. Donc, moi, je vous dis bravo, là, je pense que c'est ça qu'on doit faire. Et en même temps, on le sait, on va avoir des enjeux financiers. On s'est imposé jadis une discipline qui était on veut rétablir l'équilibre en 5 ans. Et c'est une exigence qu'on s'est imposée qui est lourde de conséquences. Vous avez dit, je pense qu'on peut y arriver, mais ça va prendre entre autres des transferts fédéraux importants. Je vous pose une question, vous ne l'amenez pas, là, mais êtes-vous prête à retarder 2 ans le retour à l'équilibre budgétaire si le fédéral n'est pas au rendez-vous? Parce que la crainte que j'entends du milieu des affaires, c'est si le fédéral n'est pas au rendez-vous, vous n'aurez pas le choix que d'augmenter le fardeau fiscal, malgré votre promesse. Donc, je vous demande, dans le pire des mondes, c'est quoi la meilleure solution? Bon, ben, d'abord, j'ai déjà fait un pas vers vous, parce que moi, je commence à compter l'an 1, l'an prochain. Alors, dans les faits, ça aura pris 6 ans. Mais c'est très important que le gouvernement joue son rôle d'ancrer les anticipations, de donner de la prévisibilité aux entrepreneurs. Lorsqu'on dit aux agences de notation, lorsqu'on dit aux investisseurs, nous allons équilibrer le budget et nous n'allons pas augmenter le fardeau fiscal, nous donnons un signal aux investisseurs privés, aux entrepreneurs, que le climat d'affaires va être positif au Québec. Et ça, c'est notre rôle de donner cette crédibilité-là. Et c'est important. Le Québec a fait des efforts extrêmement importants depuis 25 ans pour devenir un crédit dur. Nous le sommes. Nous allons continuer, nous allons le rester. Et ça permet de baisser les taux d'emprunt pour tous les Québécois. Alors, c'est important d'avoir des cibles, un ancrage, de donner de la prévisibilité. Et on s'engage à ça. On a des leviers pour atteindre l'équilibre budgétaire. La
croissance économique va amener plus de revenus, va augmenter le PIB, une gestion des dépenses responsable, alignée avec les revenus, une hausse des transferts fédéraux parce qu'il y a des besoins en santé. Alors, chaque chose en son temps. Première priorité, la lutte à la pandémie. Deuxième priorité, prendre soin des Québécois, des municipalités et des entreprises. Troisième priorité, la relance. En temps et lieu viendra le retour à l'équilibre budgétaire. Mais oui, c'est important. Très bien. Dans les sujets qui reviennent fréquemment ces temps-ci, il y a une prise de conscience, je pense, à travers l'achat local, de l'utilisation de nos politiques d'approvisionnement pour soutenir notre économie. On a produit à la Chambre de commerce avec la grappe Propulsion Québec, là, qui est la grappe du véhicule électrique, autonome et intelligent. On a produit une étude où on observait qu'à travers le monde, les accords de libre-échange n'ont pas empêché les pays d'utiliser leur marché public pour soutenir le développement économique de leur base d'affaires, parfois par des critères de services après-vente, parfois par des critères environnementaux qui défavorisent des solutions qui impliquent des transports sur longue distance. Bref, il y a des façons de le faire. Nous en avons parlé avec la ministre Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor. Mais je me demandais, vous, comme ministre des Finances, avez-vous une lecture sur les façons qu'on devrait utiliser, employer, pour que le gouvernement, comme acheteur, soit davantage structurant pour notre économie et que ça soutienne notre base économique? Bon, écoutez, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Et c'est vrai que le Buy America Act favorise les entreprises américaines versus les entreprises étrangères. C'est vrai que nous, on a signé des accords de libre-échange avec des contenus domestiques, des niveaux beaucoup plus bas. Mais dans mon rôle de ministre des Finances, c'est beaucoup l'efficience, l'efficacité économique. Alors, je veux dire, oui, c'est important l'achat local. Oui, c'est important d'acheter nos innovations. J'ai une entreprise, moi, dans mon comté, Kinova, qui a des bras technologiques à haute teneur en valeur ajoutée, et puis le ministère de la Santé les achète pas. Je suis conscient de cette problématique-là. Mais aussi, il faut se rappeler l'efficience. Il n'y a qu'un payeur de taxes. Et lorsqu'il y a des appels d'offres, c'est important que le facteur de compétitivité de prix soit tenu en compte. C'est important aussi que l'idée d'acheter ici ne soit pas une façon de faire du protectionnisme et de faire hausser les prix. Donc, il y a un équilibre. Et qui fait cet équilibre-là? La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui est excellente, et le ministre de l'Économie, d'autres joueurs autour de la table font valoir des représentations. Et c'est à elle de faire l'équilibre dans les appels d'offres. Et c'est ni tout blanc, tout noir. C'est un problème qui est complexe. Très bien. Je suis content qu'il nous reste du temps, Monsieur le ministre. On va parler de la relance verte. D'abord, vous avez annoncé des sommes, mais j'irai plus loin. Dans le cadre de notre initiative, le mouvement Relançons Montréal, ce qui ressort énormément de la base d'affaires, c'est qu'on doit profiter de tous les efforts de relance pour faire un pivot, à la fois dans nos entreprises, mais dans beaucoup d'éléments de notre économie pour accélérer cette transition. C'est une transition énergétique, c'est une transition environnementale, une transition écologique. Et la prémisse derrière ce que j'entends, c'est que tout le monde va avoir à le faire, mais si on le fait présentement, on va probablement être bien mieux outillé et très compétitif dans l'avenir quand les autres vont le faire finalement. Alors, je voulais vous amener sur le champ, premièrement, de l'éco-fiscalité. L'État, à travers sa fiscalité, peut inciter soit des comportements à changer. On l'a vu, quand on donne des subventions ou des réductions de coûts sur la voiture électrique, c'est une façon de le faire. Mais il y a d'autres façons. Je voulais vous entendre comme ministre des Finances. Comment voyez-vous le rôle de la fiscalité, de l'éco-fiscalité pour accélérer la transition énergétique ou la transition écologique, mais la relance verte? Bon, alors là, je vais encore une fois utiliser le truc que vous dites que vous avez appris, là, parce que le ministre des Finances va présenter son plan pour une économie verte la semaine prochaine, et puis je ne voudrais pas
révéler ce qu'il va nous dire publiquement. Alors, l'information confidentielle est révélée publiquement à tout le monde au même moment. Je ne peux pas donner le scoop à nos auditeurs aujourd'hui. L'écofiscalité, c'est un terme qui est utilisé à beaucoup de sauces. Moi, je préfère les regarder une par une. Qu'est-ce qu'on propose concrètement? Et puis, ce qu'on nous demande le plus souvent, c'est de subventionner l'achat de véhicules électriques. Ça peut être des camions, ça peut être des autobus, ça peut être des voitures. On nous demande de bonifier les subventions aux véhicules électriques. Or, c'est pas clair lorsqu'on fait des études que ces subventions-là aux véhicules, notamment domestiques, sont la façon la plus efficace d'investir nos dollars pour réduire les gaz à effet de serre. On nous suggère aussi de taxer les gros cylindrés, de faire le malus dans l'équation bonus-malus. Alors, on nous demande de faire ça, de taxer les véhicules, les grosses cylindrées, mais une bonne proportion des gens qui utilisent ces véhicules-là les utilisent pour leur travail. Il n'y a pas juste des gens qui se promènent en pick-up au centre-ville de Montréal. Il y a des gens qui utilisent ça dans leur travail. Alors, il faut regarder chaque proposition pour sa valeur intrinsèque. On a la bourse du carbone qui envoie un signal. Je crois aux signaux du marché. C'est utile. Et ça, je pense que c'est bon de faire augmenter le prix de ce qui est polluant, d'encourager le prix de ce qui l'est moins. Ça, sur le principe, je suis d'accord. Mais c'est beau de dire écofiscalité, mais quelle taxe exactement vous voulez augmenter? Quelle taxe vous voulez baisser? Et ça, moi, je vais regarder ça pour les effets directs, les effets indirects, puis m'assurer de l'efficience de ça. Très bien. Deux autres questions liées à la relance verte. Et vous allez me voir venir sur un enjeu dans la politique présentement. Quand il y a de l'étalement urbain, ça a un impact sur les coûts, vous parliez d'efficacité, sur les coûts de la société. Un nouveau territoire qu'on développe, ça veut dire, oui, évidemment, de la valeur foncière parce qu'on construit, mais ça veut dire éventuellement devoir y construire des nouvelles écoles, des nouveaux hôpitaux ou centres de santé, toutes sortes d'infrastructures publiques qui existent par ailleurs déjà dans les autres endroits où il y a de la population et où il y a de la densité. Donc, du point de vue du ministre des Finances, est-ce que vous avez une lecture de l'enjeu de l'étalement urbain et de la pression additionnelle sur des dépenses de l'État parce que ce sont des territoires où il faut les doter d'infrastructures, alors que ces infrastructures-là, on est tous en train de les payer ailleurs, dans d'autres endroits? Bien, encore une fois, c'est un sujet extrêmement complexe parce que je pense que l'étalement urbain, c'est clair qu'au niveau de l'environnement, c'est un sujet qui est un peu tabou. L'étalement urbain a favorisé l'utilisation de la voiture, la congestion, l'augmentation de la population. D'un autre côté, il faut aussi se demander pourquoi les gens ont fait cette migration des villes-centres vers les banlieues. Alors, il y a un aspect qualité de vie où les gens veulent pouvoir avoir accès à des bonnes écoles, des infrastructures sportives, accéder à la propriété à moindre coût. Et moi, je suis député de la Rive-Nord. Boisbriand est en expansion. Il y a des raisons pourquoi les familles vont rester à Boisbriand. C'est parce qu'il y fait bon vivre et ce qu'ils retrouvent à Boisbriand ne semble pas y voir le même attrait à Montréal et même jusqu'à un certain point à Laval. Alors, avant de condamner l'étalement urbain, je pense qu'il faut aussi faire l'examen des raisons qui motivent les citoyens. Les citoyens sont intelligents, ils ont raison. Si les citoyens nous donnent le signal qu'ils préfèrent aller rester sur la Rive-Nord que sur l'île de Montréal, il faut faire l'examen des raisons qui motivent ça. Très bien, très bien. Évidemment,
mon point n'était pas qu'on ne doit pas habiter à Boisbriand, c'est plutôt les nouveaux développements par opposition aux centres densément peuplés. J'ai une dernière question qui s'adresse à vous. Vous êtes ministre des Finances, mais vous avez été banquier longtemps. Et la question émane d'une étude qu'on a faite, celle dont je parlais tout à l'heure avec Propulsion Québec, où il y a une proposition qui est faite de créer soit ce qu'on appellerait une banque verte ou de confier à Investissement Québec le rôle d'agir comme banque verte. Et derrière cette idée-là, c'est qu'il y aurait présentement énormément de projets d'entreprises ou de projets plus spécifiques où le rendement financier n'est pas à la hauteur des exigences des banques, mais c'est un rendement financier néanmoins réel. Et en même temps, il y a un rendement environnemental, il y a un rendement vert. C'est un rendement qui, d'un point de vue de l'atteinte de nos objectifs écologiques, nos objectifs environnementaux, fait du sens. Et donc, la proposition, c'est de dire, est-ce que l'État devrait confier à Investissement Québec le mandat d'agir comme une banque verte qui reconnaîtrait que des projets méritent d'être soutenus, des entreprises méritent d'être financées, même si les niveaux de rendement sont moindres, dès lors qu'il y a un rendement vert qui est très important? Bon, moi, je préférerais la co-entreprise. C'est-à-dire que s'il y a des capitaux privés, est-ce que le gouvernement peut joindre ces capitaux privés et participer? Maintenant, je ne suis pas convaincu que Investissement Québec devrait être le véhicule pour faire ça. Investissement Québec, présentement, doivent aider dans la pandémie et notre véhicule pour aider les entreprises du Québec. Leur assiette est pleine. Et donc, je vous dirais, moi, j'aimerais que le leadership vienne de l'entreprise privée et peut-être que le ministère de l'Environnement pourrait réserver des fonds qui proviennent de la bourse du carbone pour faire du co-investissement. Est-ce que c'est Investissement Québec? Je pense qu'on doit d'abord se poser la question, est-ce qu'on croit au co-investissement et qui est mieux apte à faire ça au gouvernement? Je ne suis pas convaincu, là. Et c'est vraiment, c'est pas parce que je pense qu'Investissement Québec ne pourrait pas le faire. Je pense que l'assiette est pleine d'Investissement Québec. Merci, Monsieur le ministre. Moi, j'adore nos échanges parce que j'ai l'impression que vous ne fuyez pas les questions, que vous répondez d'aplomb. J'en aurais une petite dernière et c'est le grand défi de la requalification de notre population. Vous l'avez dit, le ministre Boulay va avoir des sommes pour le réaliser. Mais derrière tout ça, il y a un énorme enjeu de productivité de notre économie. Un des objectifs du gouvernement, c'est de rehausser cette productivité générale où on voit que nos indices sont inférieurs à ce qu'on trouve ailleurs. Et si j'étais ministre des Finances, je sais que si on hausse la productivité, on va augmenter mes revenus fiscaux parce que les gens vont générer plus de valeur par heure travaillée. Ce que vous avez annoncé et qui va être déployé par le ministre Boulay, avez-vous l'impression que ça va être suffisant? On a un historique d'avoir des indices de productivité moindres. On a un immense défi de requalification et de transition numérique, de transition écologique. Avez-vous l'impression que ça va être suffisant ou si vous êtes prêt à dire dans les prochaines années, c'est un chantier qui va nécessiter encore plus d'efforts? La productivité, d'abord, en 2019, on a eu des bonnes nouvelles. Parce que les 10 années précédentes, la productivité augmentait en moyenne de 0,4, 0,5 %. 2019, on a fait un bond à 0,9, je crois, peut-être 0,8. Et donc, on commence à voir les bénéfices de l'amortissement accéléré. Et là, on demande aux entreprises d'investir plus. Je pense que les sommes qui sont allouées au ministre Boulay visent à faire un meilleur appariement entre le chômage plus élevé que nous avons présentement, 7,8 %, et le fait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre en même temps dans le secteur de la santé, technologie de l'information, la construction. Donc, c'est vraiment pour apparier l'offre et la demande du travail et on vise à requalifier les travailleurs, les aider dans la diplomation. Oui, ça va augmenter la productivité. Il y en a qui diraient que ça va augmenter le capital humain. Alors, c'est positif. Mais la productivité, c'est aussi s'assurer que nos étudiants de secondaire 5 terminent leurs études.
s'assurer qu'on ait plus de diplômés universitaires. Donc, il y a un volet éducation. Puis, là où le Québec a des retards, c'est dans l'investissement privé, l'investissement des entreprises, machines et équipements. C'est pour ça qu'il y a l'amortissement accéléré, c'est pour ça qu'il y a le nouveau crédit d'impôt à l'investissement. C'est pour ça que le ministre Fitzgibbon va déployer des sommes en innovation, numérisation. Donc, l'investissement privé, l'éducation, le capital humain et l'infrastructure publique. Ça prend l'Internet haute vitesse pour les entreprises en région. On ne peut pas demander à une entreprise de développer ses ventes à l'international s'ils n'ont pas l'Internet haute vitesse. Donc, le gouvernement a aussi un rôle avec les infrastructures publiques. Alors, c'est important d'être cohérent dans toutes nos actions. C'est avec cette cohérence qu'on va réussir à augmenter la productivité totale du Québec. Monsieur le ministre, c'est un véritable plaisir. J'ai l'impression qu'on voit clairement, là. En fait, on voit votre plan. On voit le plan du gouvernement, puis on voit vos décisions d'allocation de ressources. Je l'ai dit dans la réaction à votre énoncé hier, moi, je juge qu'on est dans une position qui est rassurante. Effectivement, il y a énormément de défis devant nous. Et je trouve que votre capacité de bien expliquer votre plan est aussi un élément rassurant. Je vous donne tout de suite un rendez-vous, mars-avril, quelque part quand vous aurez votre budget. Ça sera un plaisir de reprendre cette discussion avec vous. Je remercie tout le monde qui est à l'écoute aujourd'hui et je nous souhaite à nous un vaccin le plus vite possible pour tout le monde. À bientôt. Et donc que l'événement soit présentiel. Eh oui, monsieur le ministre, c'est ça. Merci.